Mesdames et messieurs, bienvenue pour un décryptage exclusif de l'actualité ivoirienne. Le 7 août dernier, Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, a livré un message percutant: quand la maison commune est en danger, il ne s'agit pas de discuter des fenêtres. À l'approche d'une élection présidentielle cruciale, la Côte d'Ivoire fait face à une situation grave: exclusion des leaders politiques et refus du dialogue par le pouvoir. Fidèle à l'héritage de paix de Félix Houphouët-Boigny, Thiam appelle à la concertation pour éviter une crise, rappelant les tragédies de 2000 à 2010, marquées par des milliers de morts. Il implore la communauté internationale d'agir avant qu'il ne soit trop tard. La marche historique du Front commun PDCI-Papassi à Yopougon a mobilisé des foules impressionnantes, des jeunes aux aînés, dans la paix, malgré les intimidations. Ce sursaut populaire exige des élections inclusives et transparentes. Le PDCI-RDA dénonce une CEI défaillante, appelant à la non-participation aux législatives tant que la liste électorale n'est pas révisée. Sur le plan économique, la hausse des prix agricoles, comme le karité à 250 francs CFA kg, profite à une minorité, tandis que 4 Ivoiriens sur 10 vivent dans la pauvreté. Tidjane Thiam incarne l'espoir d'une nation unie. Il appelle à la solidarité pour des élections apaisées et une économie équitable. La Côte d'Ivoire peut éviter le chaos par le dialogue, comme elle l'a prouvé par le passé. Restez mobilisés, car l'histoire ivoirienne montre que la victoire naît de l'unité. Merci de nous suivre pour cette analyse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le président Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, disait lors de son adresse à la nation le 7 août dernier, et je le cite: « Quand la maison commune est en danger, ce n'est pas le moment de discuter des fenêtres et de la taille de la porte. » Le président Félix Houphouët-Boigny a fait de notre beau pays un pays de dialogue et de paix. Il a fait que ces mots soient associés à notre beau pays à force de travail et de ténacité. Le dialogue est l'âme des forts. Après la guerre, on finit toujours par s'asseoir et discuter. Asseyons-nous pour discuter. Dixit le président Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes présents sur PDCI TV et c'est jeudi au PDCI-RDA, c'est maintenant. En lien avec le docteur Bridimou Soumaïla Traoré, pour notre échange, je rappelle, il est secrétaire exécutif en chef adjoint en charge de la communication, mais il est surtout le porte-parole du PDCI-RDA. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va, Dieu merci. Les thèmes que nous allons aborder ce jour, nous allons dans un premier temps décrypter le discours à la nation du président du PDCI-RDA, Cheikh Tidjane Thiam. Nous allons parler aussi de la fameuse marche du Front commun à Yopougon. Nous allons parler de la CEI et du communiqué du PDCI-RDA. Et nous terminerons par des questions d'actualité économique et de développement. Le 7 août dernier, le président du PDCI-RDA, Cheikh Tidjane Thiam, a fait une adresse à la nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message, monsieur le porte-parole? Merci beaucoup, madame. Comme d'habitude, le président Tidjane Thiam s'adresse à la nation en tant que président du PDCI-RDA. Cette année, son adresse est d'un ton particulier et d'un contenu spécial. Il lui a même dit, que d'habitude, il faisait le tour de l'actualité en parlant de toutes les parties et les constituants du pays, mais cette fois-ci, il a commencé pour dire que l'heure est grave. Oui. L'heure est grave parce que la situation dans laquelle notre pays vit est similaire, sinon équivalente aux situations qui ont créé des crises dans notre pays. Nous sommes à quelques mois, sinon même à quelques semaines, d'une élection présidentielle cruciale où on se retrouve en dehors du régime militaire. Je dis bien en dehors du régime militaire, où tous les leaders des partis politiques sont écartés. Il n'y a que sous le régime militaire, sous le président Gueye, que tous les leaders avaient été éliminés. En 2020. En 2020. Cette similarité met l'heure grave. L'heure est grave parce que le pouvoir en place refuse un dialogue. Or, c'est par le dialogue qu'on peut aboutir à un consensus ou à un minimum de critères pour aller aux élections. Donc, l'heure est grave, disait le président dans son adresse,
Et le président aussi a fait état de ce que nos amis de l'extérieur doivent comprendre que chaque fois que la Côte d'Ivoire a eu des situations difficiles, ses amis et ses frères sont venus à nos secours. Et il ne voudrait pas que le secours ou l'assistance se fasse à des moments où il y a eu déjà des morts. C'est pourquoi il leur a tendu encore la perche en leur disant, de 2002 à 2010, vous nous avez assisté pour une sortie de crise, dans les conditions où un groupement avait estimé qu'un leader était exclu de manière injuste et que cela aboutit à la coupure du pays en deux, à des milliers de morts. Donc, il vaut mieux que maintenant, vous soyez du bon côté de l'histoire. Donc, ce qu'il faut retenir du président, c'est que le président fait appel, comme l'a institué, comme nous a enseigné le président Félix Koubaï, au dialogue pour éviter des crises dont les signaux sont palpables aujourd'hui. Voilà l'essentiel du discours du président, où on a exclu tous les leaders. On peut toujours trouver un instrument de justice pour disqualifier ou pour accuser quelqu'un dans n'importe quel pays au monde. Mais quand on veut la paix, tout doit se tourner autour du dialogue, de la concertation et aboutir à des compromis pour qu'on puisse avancer. Et avec votre impression, je voulais vous demander, honorable, croyez-vous qu'à quelques semaines, vous l'avez dit, des élections présidentielles, le dialogue avec l'opposition est encore possible? Vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps de ce que la Côte d'Ivoire est un pays où les choses peuvent se faire à la dernière minute. Rappelez-vous à la CAN, le match de la Côte d'Ivoire contre le Mali. On était mené 1-0, on était diminué à 10 et on était à 89e minute. Il restait une minute seulement pour la fin du match. Mais les Ivoiriens, dans leur sursaut, se sont élevés et nous avons égalisé et nous sommes allés aux prolongations et c'est toujours à la 120e minute que nous avons gagné. Je pense que tant que le scrutin n'est pas fait, on a encore une chance. Et je le dis toujours, pour moi, ça c'est pas la position du parti, ce n'est pas partagé par tout le monde, que le chef de l'État a dit que les dispositions sont prises, il n'a pas dit seront prises, il dit les dispositions sont prises pour que nous ayons dans une élection apaisée. On ne peut pas aller à une élection apaisée sans que les principaux partis politiques soient en phase avec les règles, soient en phase avec le dispositif, soient en phase avec la commission pour aller. Donc je pense que la sagesse peut toujours nous habiter. À moins que, comme le disait le président Foupayi, si on refuse le dialogue, c'est qu'on veut compter des morts. Et même si on finit par compter des morts, à la fin on finit par s'asseoir. Pour aller directement au dialogue et aboutir. Je pense que Dieu et la sagesse vont nous habiter pour que nous puissions éviter le grabuge et encore des morts. Merci honorable. Nous passons au notre deuxième point, la marche du Front commun, PDCI, PPACI. Cette marche a été une belle réussite samedi dernier. Quelles leçons pouvez-vous tirer de cette mobilisation exceptionnelle? Et comment, selon vous, l'opposition compte capitaliser ce succès? Justement, madame, merci beaucoup de faire allusion à cette marche. Et c'est tout cela qui fait qu'il faut que le pouvoir comprenne qu'il y a une majorité qui est là. Si tant est que tous ces opposants, ces leaders d'opposants, n'étaient pas des hommes qui avaient un soutien de la population, le niveau de mobilisation n'aurait pas été atteint. Je rappelle que cette mobilisation a été faite dans un climat de méfiance et de peur, où ceux qui étaient chargés de la mobilisation étaient interpellés par la police, que certains leaders étaient sous menace. Donc malgré tout cela, la mobilisation a eu lieu. Donc ce qui m'a marqué, c'est dans la foule, on a vu des hommes d'un certain âge, avec des cannes, on a vu des handicapés, on a vu des malades, on a vu des souffrants qui, malgré tout, se sont mis dans la foule pour aller marcher. Il y a un monsieur qui a dit, moi je marche non pas pour moi, mais pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc cette marche a fait une mobilisation. On peut tergiverser, on peut discuter sur le nombre de gens malades, mais jamais, moi de ma vie, en dehors
de 2000 combien, on n'a pas vu une telle mobilisation dans la rue, une mobilisation pour revendiquer un problème politique dans la rue. Et il faut aussi remarquer que chaque fois que le PDCI-RDA est impliqué dans un tel mouvement, dans une telle démarche, cela se fait dans la paix. On ne peut pas comparer, on ne peut même pas pouvoir préjuger de ce que des milliers, le président qui a parlé de 500 000, Ouais. certains médias ont parlé de 2 millions, 1 million, mais disons qu'il y avait eu plus de 500 000. Ouais. Que cela se fasse dans la paix, dans la tranquillité. Ils sont passés devant le commissariat. La police n'avait rien à dire et ça fait dans la paix. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'un parti politique a pour, disons, arme la population, Oui. la mobilisation. Quand les leaders nous instruisent pour lancer un mot d'ordre de mobilisation, ce n'est pas de l'insurrection. Les preuves sont que nous avons fait des marches pendant 31 régions. Il n'y a pas eu de casse. Oui. Nous avons fait une marche le 14, je crois que c'était le 14 mai. Il n'y a pas eu de casse. Nous avons participé à la marche du 9 août. Il n'y a pas eu de casse. Cette marche aussi a été délocalisée, a été d'abord supprimée au début. Mais dans tout cela, elle a eu lieu. Et je pense que quand on gouverne pour tout le monde. Il faut écouter le peuple. Et le peuple de Yopougon, le peuple de partout s'est réuni à Yopougon. Le peuple a dit, nous avons des revendications. Peut-être qu'on ne pourra pas satisfaire toutes ces revendications. Mais au moins, essayons nous pouvoir le minimum qui puisse nous permettre d'aller aux élections et de faire ces élections dans la paix. Voilà ce que je peux retenir. Il y a eu du monde. Du beau monde. De mauvaise foi. Il y a eu de la tranquillité, il y a eu de la discipline, il y a eu des mots d'ordre qui ont été donnés pour dire nous voulons le dialogue. Et c'est ça qu'il faut retenir de cela. Alors, ce qui va se faire d'intimidation, je pense qu'il faut que le président Thiam, dans son discours, a dit arrêtons de faire la peur aux gens, qu'on fait des arrestations. Et par sa voix, le peuple leur demande d'arrêter pour qu'on ait de la paix. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. On commence à observer que l'opposition, depuis un certain moment donné, est l'objet de matraquage juridique. Ça, il faut qu'on le dise. C'est ce que l'opposition a dit qui fait de ces leaders de mériter la prison. Certains du pouvoir l'ont dit et ils sont en liberté. Donc ça, les exemples sont foisonnent. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne que le PDCI-RDA, parti pour lequel moi je porte-parole, n'a jamais voulu faire de l'insurrection son arme. L'arme, c'est la paix, c'est le dialogue. Nous pensons que le dialogue va triompher et que le pays va gagner. Les premières félicitations vont d'abord à nos deux présidents. Oui. Le président Laurent Gbagbo Oui. et le président Tidjane Thiam, qui ont été inspirés pour créer ce front commun, pour que nous puissions ensemble lutter, non pas pour des problèmes idéologiques, mais des problèmes qui concernent les Ivoiriens dans leur quotidien et les Ivoiriens en général. Donc il faut les féliciter. Il faut féliciter tous ceux qui ont été au comité de pilotage, au comité pratique d'organisation, au comité de mobilisation. Particulièrement, il ne faut pas oublier Damana Pikas et mon frère Diaoufou, qui non seulement ont mobilisé, mais ont été l'objet de menaces. Ils sont allés à la préfecture de police pour subir des interrogations qui ont duré des heures, ils ont passé toute une nuit. Mais cela ne les a pas empêchés le lendemain d'être sur le terrain. Il faut les féliciter, que leur combat ne soit pas vain. Dieu fasse que leur combat ne soit pas vain. Que ce que nous sommes en train tous de subir, vous connaissez les situations que nous subissons chacun à son niveau, que ce combat-là ne soit pas vain. Que la sagesse habite les Ivoiriens pour qu'on arrive à un pays de paix. Parce que le PDCI-RDA, c'est d'abord un parti de paix. Et le président Fouboyen a fait de la paix la seconde religion de tout Ivoirien. Que les gens comprennent que le langage que nous tenons, que ce langage contribue à apaiser les cœurs pour que nous avancions dans un pays de paix. C'est ça qui est important. Félicitations à tout le monde et que les autres étapes soient encore des étapes qui, à mon avis, vont faire avancer le processus démocratique pour que nous puissions aboutir à des élections apaisées, des élections crédibles, des élections inclusives, des élections reconnues de tous, à l'issue desquelles le vainqueur soit félicité par tous ceux qui ont perdu. Je voudrais vous demander, vous le porte-parole, c'est quoi la suite au niveau du PDCI-RDA? Parce qu'après cette marche, on sait qu'au niveau du PPACI, le président Laurent Gbagbo s'adressera à ses militants le samedi prochain. Mais pour le PDCI-RDA, c'est quoi la suite après cet exploit? Non, vous voyez, madame, il ne faut pas que les gens
fasse des amalgames. Nous sommes dans un front commun, comme nous sommes dans CAPCI. Dans un front commun, on met nos forces ensemble. Les initiatives peuvent venir d'un parti, mais dès que cette initiative concourt à atteindre, je dis bien concourt à atteindre, les objectifs que nous sommes fixés dans le front commun, cette initiative est donc automatiquement appropriée par les membres du front commun. Et nous sommes deux. Donc, c'est une continuité. C'est une continuité. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une pression pacifique. Je dis bien une pression pacifique. Pour que, et nos amis de l'extérieur, et nos amis de l'intérieur, et la population de l'intérieur, sachent que c'est un problème qu'il faut résoudre avant d'y aller. Le passage en force peut réussir, mais il ne peut pas assurer la stabilité. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec le président Gay, qui n'a pas voulu mettre tout le monde dans le jeu. Après, on a vu qu'il y a eu des morts. Nous avons vu avec d'autres situations où il y a eu des morts. Nous voulons éviter les morts, la violence. Et donc, il faut aller à la paix. Donc, le PDCI-RDA s'associe pleinement à l'événement de samedi. Il n'y a même pas de problème à ce niveau-là. À partir du moment où nous sommes dans un front commun, le président est en train de mener des missions diplomatiques de haut niveau pour que, comme cela a été fait dans le passé et que ça a réussi, que ces pressions diplomatiques, ces négociations diplomatiques puissent amener à faire comprendre à nos pouvoirs en place que on gère des hommes, on gouverne des hommes. Et on ne peut pas, tout n'est pas fait de faire par la force et par la violence. Le forcing donne des résultats dans l'immédiat, mais n'assure pas la stabilité. C'est dans la paix qu'on assure la stabilité. Et ce n'est pas seulement le 25 octobre qui est important, c'est comment nous allons faire la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir qui font que nous sommes en train de lutter pour que tout le monde se sente concerné par l'intérêt commun. C'est ça qui est le plus important. Donc la suite fait partie des stratégies. Nous allons dérouler cette stratégie au fur et à mesure. Et ce qui relève de la stratégie n'est pas tout le temps exposable. Merci. Nous comprenons que la stratégie est en cours. Des voix au niveau du PDCI s'élèvent pour réclamer un bureau politique. À votre avis, pourquoi un bureau politique maintenant? Madame, je pense que, si vous voulez bien, peut-être j'aurais dit, posez-leur cette question. Moi, je pense que nous sommes dans des situations sérieuses. Il ne faut pas qu'il y ait la digression. Voyez-vous, on a une situation critique de notre histoire au PDCI-RDA. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut venir nous faire la digression. Ceux-là, ils font leur réunion, ils ne peuvent même pas venir au parti, à la réunion du parti. On a fait un bureau politique, on ne les a pas vus. Un bureau politique prend des décisions. Et le dernier bureau politique a pris des décisions. La convention a pris une décision. Nous avons un président, nous sommes en train de lutter. En plein combat, on ne regarde pas à gauche, à droite. On finit le combat. Et le combat aujourd'hui, c'est qu'on ait des élections inclusives, transparentes, crédibles et qui puissent nous apporter à des résultats qui apaisent tout le monde. Et c'est ça qui est le plus important. Nous connaissons déjà ceux qui sont en train de faire. Je pense qu'on n'interdit personne d'être candidat indépendant, qui va évoluer le candidat indépendant. Le président du parti a été élu 2 fois, même 3 fois, à une large majorité. Il est parrainé à une large majorité. Aujourd'hui, qu'est-ce que le bureau politique va dire de mieux encore? Est-ce que le bureau politique peut dire quoi encore? Il faut voir les objectifs. Donc moi, je pense que c'est la diversion que les gens sont en train. Restons focus sur notre objectif de faire en sorte que si le PDCI-RDA a la chance d'avoir un dialogue qui nous autorise, nous avons toutes les chances de remporter cette élection. C'est ça qui est le plus important. J'ai envie de dire, on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. Oui, mais pire que ça, on ne se met pas un poignard dans son propre ventre. D'accord, nous passons au 3e point, la CEI. La Commission électorale indépendante CEI a produit un communiqué relativement aux élections législatives. Vous avez parcouru ce communiqué tout comme nous. La direction du PDCI-RDA, à travers l'honorable Ican, a produit en retour un autre communiqué appelant les militants et les cadres du PDCI à l'abstention. Quel commentaire vous en faites? Merci madame, je crois qu'il n'a pas appelé à l'abstention. Il a appelé à non-participation. Non-participation. Vous voyez madame, nous avons compris depuis longtemps et le déroulement de la CEI nous donne raison. La CEI a fait une révision en 2024. Nous leur avons dit qu'il fallait une 2e révision en 2025.
la CEI a dit qu'on ne pouvait pas faire de révision de la liste électorale en 2025 avant les élections présidentielles et qu'elle le ferait après les élections présidentielles. Pendant qu'on est en plein dans les discussions, et la CEI fait comme si tout s'est bien passé. Et elle n'est pas celle qui doit diriger le processus après. D'ailleurs, M. Kubert, son mandat se termine. Donc, c'est le président élu qui va voir avec la CEI le reste du calendrier. Alors, on a dit que la révision de la liste se ferait après les présidentielles. Mais quand on finit les présidentielles le 25 octobre, supposons que tout soit se passe bien. Si on doit faire une révision de la liste électorale, cette liste, elle va se faire quand? Avant les législatives. Cela veut dire que la CEI a déjà décidé elle-même de ne pas faire de révision de la liste avant les présidentielles et après les présidentielles pour aller directement aux législatives. Ça, c'est une violation flagrante du code qui l'institue elle-même. Voyez-vous, la loi qui l'institue en son article 6, et qu'il faut faire une révision chaque année. Donc, en ne proposant pas déjà de faire une révision de la liste avant les présidentielles et après, elle viole déjà cette loi. Nous avons voté à l'Assemblée nationale un budget de près de 27 milliards de francs CFA pour faire cela. En 2022, il n'y en a pas eu. On n'a pas fait de compte et ce sera pareil cette année. Donc, je pense que tout ça là, c'est, comme je l'ai dit souvent, tout ça là, c'est pourquoi. On est comme même. Pendant qu'on est en train d'essayer d'analyser les choses pour aller de la paix, il y a des gens qui ouvrent des brèches de feu. Ça, c'est des brèches de feu. Et puis, madame, c'est une stratégie pour nous divertir. Et le communiqué du PDCI est clair. De la lutte. Pendant qu'on est en train de faire ça, que tout le monde est concentré, en voulant divertir l'attention de certains membres aux législatives, c'est pour les déconcentrer de la lutte. On va dire, ah, mais il faut que vous passiez déjà à votre réélection ou à votre élection. Et vous allez voir sur le terrain, si on ne fait pas attention, ça va arriver. Donc, le PDCI-RDA est clair. Les militants n'ont qu'à se concentrer sur le pouvoir d'État, le 25 octobre. C'est le plus important. Vous allez, moi je suis député à l'Assemblée nationale d'un parti d'opposition. Quel que soit ce que vous allez dire, il y a des gens qui viennent à l'Assemblée parce qu'ils sont majoritaires pour venir voter mécaniquement. Vos analyses ne vont pas avancer. Donc il est plus important que nous soyons un groupe parlementaire qui pèse fort, qui soit tout au minimum à l'équilibre, même si on n'est pas au pouvoir, pour pouvoir faire pression, peser sur les décisions. Sinon, aller s'asseoir là-bas, passer des nuits à faire des analyses de dossiers, des analyses de documents, et qu'arriver là-bas, on parlait ça. Ben vous allez sur votre représentation n'aura aucun sens. Donc, être député, c'est bien, mais il faut être député dont la participation impacte la population. Et pour cela, il faut qu'on soit nombreux. Et pour être nombreux, il faut qu'on lutte d'abord pour le pouvoir. Et c'est par le pouvoir qu'on fait les grands changements. C'est pas par les individus, les députés individuels qu'on fait les changements. Donc la CEI, elle est déjà, pour nous, elle est déjà fort close. Donc nous l'avons dit, d'ailleurs, nos représentants sont plus là-bas. Donc cette CEI-là, elle n'est plus fiable. Elle ne peut pas représenter un organe indépendant qui puisse élaborer l'équité pour aller à des élections apaisées. Ça, nous l'avons dit. Elle vient de démontrer encore qu'elle est hors jeu. La CEI est hors jeu. Elle devrait en principe penser à la révision de la liste électorale, mais pense plutôt à l'élection législative. Vous l'avez dit, elle est hors jeu. Nous continuons avec le dernier point, la question d'actualité économique et de développement. Honorable, on note beaucoup d'évolution au niveau des prix de nos produits agricoles. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Je dirais en outre le prix du karité qui passe à 250 francs le kilo. Quelle est votre analyse? Vous savez, il y a un certain nombre de spéculations qu'on a toujours classées comme spéculations mineures. Il s'agit du choza, du karité, de la mangue, mais qui aiment positivement les populations, particulièrement les populations du Nord. Le karité est un arbre qui pousse de manière naturelle dans la forêt, qui met du temps à produire et qui sert à fabriquer le beurre de karité, qui est une activité qui est majoritairement dominée par les femmes. Or, vous savez, dans la vie, et dans Côte d'Ivoire comme dans les pays africains, les femmes sont les visages qui indiquent le plus la pauvreté. Donc, tout ce qui peut aider à la gente féminine de prendre cette autonomie, il faut prendre ça au sérieux. Donc, le karité a fait l'objet de beaucoup de recherches. Il faut financer la recherche pour réduire le temps, le cycle. Voyez-vous, la précocité, comme on le dit en génétique. Pour que, plutôt que d'attendre 20 ans, 30 ans pour donner, il faut qu'on puisse faire comme on l'a fait pour
le cacao, pour le café, pour d'autres choses. Ce n'est pas le prix qui importe, c'est la pénibilité de la transformation. Vous savez qu'on ramasse comme un anacarde, et puis après la transformation est pénible. Donc il faut créer des conditions pour que les femmes puissent se prendre en charge, pour avoir des machines, des micro-machines qui puissent leur permettre de transformer leur karité. Donc la transformation est très pénible, il y a beaucoup de chaleur, donc ça donne des problèmes de maladie. Donc c'est un ensemble de dispositions qu'il faut prendre pour libérer la femme qui gère leur karité. Donc 250 francs, ce n'est pas ça qui est le plus important. On pourrait le faire à 350 francs, comme certaines femmes de certains pays le font. Donc, ce n'est pas là le problème. Pour les problèmes de fixation des prix, j'ai toujours connaissé ma position là-dessus. C'est le respect de ces prix tout au long de la saison. C'est ça. Et ça, ce n'est pas clair. J'ai vu avant-hier que des gens sont en train encore de penser à aller collecter le reste de la NACAD chez les producteurs. Actuellement, les producteurs ont laissé tous les noix de cajou à terre. Ils ont abandonné. C'est maintenant qu'on dit on va ramasser. C'est eux qui vont aller ramasser ça dans les champs d'Anakar pour venir vendre ça. Ça, c'est la comédie. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire souffre de son économie. Son économie dont les bases fondamentales ont été créées par le PDCI-RDA, dont l'exploitation des profits qu'a une minorité. Et vous avez, madame, vous savez toujours qu'on parle de PIB. J'ai expliqué ce que le PIB. Ouais. Le PIB, c'est la richesse créée, mais le partage de la richesse est majoritairement dominé par une minorité. Aujourd'hui, nous avons un taux de pauvreté qui reste encore élevé. Ça, c'est pas moi qui le dis. 4 Ivoiriens sur 10 vivent en dessous de la pauvreté. On a un taux un indice de métude sexuelle de pauvreté qui est très élevé, 23%. On a des gens qui n'arrivent pas à se loger correctement. Le taux de malnutrition est encore élevé. Le transport qui représente à peu près 25% du budget des populations est encore élevé. Nous avons un prix des carburants qui est le plus élevé depuis l'histoire de notre pays. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Quelqu'un va quand même le démentir. Donc, tous ces problèmes-là font que les Ivoiriens souffrent. Et si les Ivoiriens souffrent, les paysans souffrent plus encore. Et c'est dans le milieu rural qu'il y a le plus de taux de pauvreté. Et on n'a pas payé de l'anacade. La mangue a un problème. L'anacade a un problème. Le cacao a un problème. Le café a un problème. On va me dire, oh, mais on a payé le prix du cacao le plus élevé de l'histoire. Mais justement, c'est parce que le cacao, au prix mondial, a arrivé à un niveau jamais égalé. C'est la part du paysan qui est importante, lui qui souffre. Cette part-là, nous devons faire en sorte qu'elle soit maximisée le plus possible. C'est ça. Donc, l'économie du pays, il y a des recettes, il y a une richesse qui est créée, mais elle est très mal répartie. Et c'est ce que le président du PDCI parle d'économie et d'équité. Il faut que le PDCI vienne pour que cette équité-là soit véritablement une réalité pour tout le monde. Merci, honorable. Nous allons terminer, non sans vous demander votre mot de fin, mais dire un mot aux militants, aux sympathisants du PDCI-RDA qui demandent chaque jour et l'honorable à quand son retour. Et un mot de fin pour galvaniser toute cette population ivoirienne-là qui a foi en ce combat. Oui, madame, je pense que à la demande du président du parti et pour un certain nombre de dispositions stratégiques, je suis hors du pays. Et je pense qu'il a bien fait parce que nous avons des informations qui font que nous sommes obligés de nous concentrer, de nous unir, d'être solidaires pour avancer. C'est dans la solidarité que nous allons gagner. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont en train de faire la digression d'arrêter tout cela. Parce que ça n'a pas abouti. Et pour eux-mêmes, ce n'est pas crédible, ce n'est pas bon. Donc, nous pensons que les militants doivent rester confiants. Un combat se mène dans le temps. Un combat se mène dans le temps. Le père fondateur, le président Houphouët-Boigny, de 1949 à 1956, a été l'objet des matraquages de colons. Mais ils ont tenu. Et à la fin, nous sommes arrivés à l'indépendance. Le président Houphouët-Boigny a subi des pressions internationales sur l'économie. En ce qui concerne les prix du café, du cacao, de nos matières premières, on a perdu une bonne partie. Mais il a tenu parce qu'on était solidaires, parce qu'on était derrière lui. Pour dire, président, on est avec toi. Il a tenu. Et c'est dans cette solidarité, dans ce soutien, que le président Thiam peut amener le PDCI au pouvoir. Comme on a fait pour le président Houphouët-Boigny, comme on a fait pour le président Riconon Bédié, qu'on a soutenu pour éviter la disparition du PDCI-RDA. Soutenons le président Thiam pour qu'il nous amène à la terre promise. Vous savez, la Bible comme le Coran montre l'histoire de Moïse.
Et je pense que Thiam est en train de vivre son histoire de Moïse. Et le pharaon aura à son sort comme le pharaon dans les livres saints. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on puisse avancer et demander à tous, je demande au nom du président Thiam, à tous les militants, de rester accrochés aux instructions du président Thiam. C'est lui qui est à la barre. Le président, j'ai vu certains internautes dire le président Thiam a fui, le lui a fui. Vous savez, c'est trop facile. Mais un chef, il a besoin d'être soutenu. Quand un chef est soutenu, il a le pouvoir d'avancer, il a le courage d'avancer, il a l'inspiration nécessaire pour amener le truc. Il faut protéger le chef. Il faut le soutenir. Soutenons Thiam, protégeons-le. Parce que Dieu a amené Thiam pour sauver le PDCI RDA.